Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique. Restriction des libertés, crise sociale et économique. Vous vous en doutez, cette semaine, nous allons évoquer l'allocution d'Emmanuel Macron. Mais avant toute chose, comme chaque semaine, je vous demande de commenter, de partager et bien sûr de cliquer sur le pouce en l'air juste en bas de cette émission. Allez, c'est parti. Et cette semaine, je reçois Didier Maisto. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous. Bonjour, bonjour à tous. Alors pour vous présenter, vous étiez patron de Sud Radio, mais on va s'attaquer au présent parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Vous êtes le patron de PDA TV, vous avez un associé également. Alors ça n'a rien à voir avec PPDA et ça tombe bien. Tout à fait. C'est Place des Audacieux, c'est une télévision généraliste sur Internet, gratuite, et dont le souhait est d'aller au fond des sujets. C'est comme ça que c'est présenté. Vous avez remarquablement bien résumé. Et ça tombe bien, c'est aussi ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Alors, nous sommes à 6 mois de l'élection présidentielle approximativement. Didier Maisto, Emmanuel Macron a pris la parole mardi soir, le 9 novembre. Le président n'est pas officiellement candidat à sa réélection, mais beaucoup ont vu dans cette allocution un lancement de campagne présidentielle. Est-ce que ça a été votre sentiment? Oui, c'est plus qu'un sentiment, c'est une certitude. Il a pris la parole... Il a profité de cette ambiance, de cette période tout à fait anxiogène. On pensait, enfin pas nous, mais beaucoup de gens pensaient qu'il allait parler de la situation sanitaire. Il a rapidement balayé ça d'un revers de la main. Quand même au passage, 3e dose. Oui, on y reviendra après. Il a appelé ça dose de rappel. Et puis, passe sanitaire. Bon, rien de nouveau sous le soleil, je dirais. Mais surtout, il a vanté sa propre personne, son propre bilan. C'est un exercice qu'il fait très bien, d'ailleurs. Il est assez content de lui. Et il a déroulé ce qui peut ressembler à un programme qui est d'ailleurs plutôt... C'est une innovation d'ailleurs, parce qu'en 2017, on n'avait pas eu de programme. Voilà, oui, enfin là, on n'a pas vraiment de programme. Disons qu'on est dans l'espérance, on est dans la croyance. Hein. Il a pris une voie mâle, qu'on ne lui connaissait pas d'ailleurs. J'ai entendu même au Mont-Valérien le parler avec... alors je dis peut-être est-il enrhumé, peut-être est-ce un effet secondaire du Covid. J'ai trouvé des accents mâles dans sa voix que je n'avais jamais entendu jusqu'ici. Alors ça, c'était les 3/4 de l'intervention. Puis à la fin... alors, il utilisait le « nous », parce que quand on souffre, oui, c'est « nous, nous, nous ». Et à la fin, c'est « je suis votre chef ». Il a sa petite voix fluette. « Croyons en nous et en l'Europe, nous allons tous réussir ». C'est une farce, comme d'habitude, sauf qu'elle dure depuis bientôt 5 ans. Et c'est tout à fait préoccupant. Ce qui est préoccupant, c'est que même quand ce personnage parle, on voit qu'il n'habite pas vraiment la fonction présidentielle. C'est le moins qu'on puisse dire. Il y a quand même beaucoup de gens qui saturent Doctolib. Et ça dit aussi quelque chose de l'apathie généralisée de notre peuple. Ça, c'est pas non plus un signe de bonne santé, de bonne santé de notre démocratie. Non. Elle est en faible intensité, là, la démocratie. Alors, vous avez parlé de l'Union européenne, justement. Effectivement, Emmanuel Macron va prendre la présidence de l'Union européenne en janvier. Ça va lui permettre, là encore, de faire campagne à l'œil, si je puis me permettre. Il a fait campagne à l'œil, sans mauvais jeu de mots, en arrachant les yeux des Français, hein, déjà. Il a fait campagne à l'œil avant d'être... candidat, puisque pour la précédente présidentielle, puisqu'à Bercy, il avait détourné les moyens de l'État et le ministre Sapin s'en était plaint avec force et vigueur, on va dire. Il était capable de dîner 2 fois dans la soirée pour faire sa campagne. En fait, il est toujours en campagne. Hein. C'est un peu comme Hollande, qui lui était plus un commentateur. Il n'avait jamais compris, en fait, qu'il était devenu président de la République. Il commentait sa propre action ou sa propre inaction. Lui, il est toujours entre 2 campagnes. Et alors, il varie. Hein, un coup, là, il trouve des accents un peu nationaux. C'est marrant, c'est tout à fait incroyable. Il nous fait c'est du en même temps, comme c'est du en même temps, voilà. Bon, ça commence bleu-blanc, mais ça finit par rouge. Ça finit avec les étoiles, les 12 étoiles
dans le cercle bleu. Il nous parle de souveraineté européenne, ce qui est une vue de l'esprit, ce qui n'existe pas. Un pays souverain, c'est un pays qui a une monnaie, des frontières, et qui est maître de tous ces domaines régaliens, ce qui n'est pas le cas avec l'Europe. Bon, c'est du grand n'importe quoi. Il n'y a pas vraiment de mesure. Il se délivre insatisfait. Et puis, il dit à tout le monde, vous avez souffert, mais moi, j'ai tenu la barre. Il a utilisé le mot cavalcade. Ouais, c'est peut-être le cavalier de l'apocalypse. Hein. Qu'est-ce qu'il nous a dit, si je résume? Je suis dans l'excellence. J'ai malheureusement eu des facteurs exogènes qui n'ont pas permis à cette excellence de se dérouler jusqu'à sa quintessence. Mais vous verrez, si vous revotez pour moi, c'est un peu le message subliminal. Ce sera un festival. Ça sera magnifique. Ça, on n'en doute pas, hein, voilà, d'ailleurs. Vous allez voir une explosion de talents, paillettes, voilà, champagne. Alors, ce qu'on a vu très récemment, et ça m'a interpellé, on avait vu en 2017 que tous les médias titraient sur Emmanuel Macron. Là aussi, c'était une forme de campagne gratuite, d'ailleurs. C'était l'éloge permanent. On se rappelle de Ruth Elkrief qui lui sautait presque dans les bras alors qu'il était en meeting. Et alors, quelque chose a attiré mon attention, je vous propose d'écouter. L'allocution du chef de l'État, quand même, tranquille. Hein. Une demi-heure, tranquille, sans contradiction. Il peut y mettre tout ce qu'il veut, il peut dire qu'il est formidable. Je crois que la dernière fois qu'il a eu une vague contradiction, c'est quand il a reçu McFly et Carlito. Quoi. Depuis McFly et Carlito, personne n'a pu lui poser de questions. Non. Alors c'est suffisamment rare pour le souligner, mais c'est vrai qu'on commence à sentir parfois les journalistes qui commencent à être un peu agacés. Et oui, parce qu'ils ont le cheval de rechange, qui est Éric Zemmour. Et en fait, c'est toute la puissance du système médiatico-politique. À un moment, on assiste à la même chose. Finalement, Zemmour, il pique un petit peu la place et il se comporte de la même manière, avec cette façon disruptive, même si les thèmes sont un peu différents. Ouais. Il bénéficie de la même couverture médiatique et même encore plus que Macron, parce qu'on pensait avoir atteint l'overdose. Avec Macron, on est déjà mort, ça y est, on était picousé, c'est l'overdose. Mais non, on peut aller encore plus loin. Et en fait, le système est assez bon pour recycler et avoir toujours un fer au feu, si j'ose dire. Parce que là, finalement, quand on voit Zemmour, c'est la quintessence du système. Hein. Il a quitté CNews, puis il a été immédiatement invité partout. J'allais dire, les thèmes s'envahissent petit à petit sur toute... regardez, il y a encore ce que dit Zemmour aujourd'hui, il y a encore 2 mois, on allait presque en prison pour ça. Hein, on était poursuivis. Oui, il a été poursuivi aussi. Oui, il a eu mais c'est devenu... On ne peut pas dire que c'était une demi avec aujourd'hui, les juges. C'est devenu banal. C'est la banalité totale. Et je pense que, en tout cas, le système a compris, et ce n'est pas un jugement de valeur, hein, c'est vraiment très factuel, que Zemmour n'était pas un danger, un risque pour lui. C'est-à-dire, il n'est pas contre la politique sanitaire, il ne remet pas en cause les équilibres économiques, il n'a qu'un problème, c'est les Arabes. Les Arabes, les Arabes, les Arabes. Je le dis comme ça parce qu'on gagne du temps. Et donc, comme ça semble faire consensus aujourd'hui, en France, ce qui est quand même prodigieux quand on regarde la Constitution, donc tout le monde dit, bah oui, les Arabes, les Arabes, les Arabes. Et comme ça, tous les vrais sujets, le pouvoir d'achat, la dictature sanitaire, parce qu'aujourd'hui, moi, je ne voulais pas employer le mot, mais aujourd'hui, je l'emploie. Je disais, jusqu'à présent, on n'est plus vraiment en démocratie, on n'est pas encore en dictature. Du point de vue sanitaire, nous le sommes. J'ai entendu avant-hier le porte-parole du gouvernement et hier le ministre de la Santé nous expliquer qu'on pouvait, regardez la sémantique, activer ou désactiver le pass. Donc c'est-à-dire aujourd'hui, on peut activer ou désactiver votre vie sociale, culturelle, économique, sanitaire, familiale, sans que personne ne bouge. C'est ça, mettre la vie sociale. Voilà. Alors après, on peut dire les Arabes, on peut dire les musulmans. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème en France, hein, ce n'est pas l'idée. Mais voilà, c'est un peu des chiffons rouges. Comme ça, on peut dérouler son petit agenda tranquillement. Et pendant que les gens s'écharpent, se divisent et se tuent symboliquement, en tout cas, on ne parle pas des vrais sujets qui intéressent les Français. Voilà. Alors, il y a un sujet qui intéresse les Français, c'est effectivement le pouvoir d'achat, ce dont vous venez de parler. Je vous propose là encore d'écouter Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, et puis Emmanuel Macron, puisqu'il a également parlé d'économie dans son allocution. Mais quand on regarde les résultats de la France au lendemain de cette crise,
la meilleure performance en termes de croissance des pays de la zone euro. Un niveau de chômage qui est plus bas après la crise qu'avant la crise. Un investissement qui est bien orienté. Un territoire qui est devenu le plus attractif pour les investissements étrangers. Notre croissance dépasse les 6%. La France est en tête des grandes économies européennes. Le chômage est au plus bas depuis près de 15 ans. Et nous sommes l'un des seuls pays du monde où le pouvoir d'achat a continué à progresser en moyenne et où la pauvreté n'a pas augmenté. Notre économie crée des emplois comme jamais. Au point que dans des secteurs comme la restauration, les bâtiments travaux publics, les services, l'artisanat ou l'industrie, tous les entrepreneurs me disent peiner à recruter aujourd'hui. Au moment où 3 millions de nos compatriotes se trouvent encore au chômage, cette situation heurte le bon sens. Pour la dépasser, pour faire en sorte que toutes les offres d'emploi soient pourvues, nous devons agir sur tous les fronts. Depuis 4 ans, le travail paye mieux, avec l'augmentation de la prime d'activité de 100 € au niveau du SMIC, avec la défiscalisation des heures supplémentaires et des pourboires, avec les baisses d'impôts inédites. Par rapport au début du quinquennat, c'est au minimum 170 € de pouvoir d'achat par mois en plus pour les bas salaires. Bon, Didier Maisto, j'ai le plaisir de vous informer que c'est l'Eldorado ici. Hein. Oui, moi j'aimerais bien connaître. Moi je vis en France, mais le pays, la Macronie ou l'Eldorado, je sais pas, j'aimerais bien le visiter. Ça une sorte de monde parallèle, une dimension ça a l'air chouette, à côté. En tout cas, moi j'aimerais bien y aller dans ce pays. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Des bêtises. D'abord, le ministre de l'économie dit on n'a jamais eu autant de croissance. On est à 6 et quelques % en 2021. Oui, mais enfin, on a été le plus mauvais pays de la zone euro en 2020. Donc là, quand on regarde, parce que c'est facile de balancer des chiffres comme ça. Il faut regarder les choses de façon sérieuse. Quand on regarde par rapport à la baisse qu'il y a eu en 2020 et quand on regarde aujourd'hui, on est à somme neutre. Donc il n'y a aucune croissance, on est à zéro. Le PIB, c'est neutre. Bon. On a rattrapé le retard, quoi. On a rattrapé le retard, premièrement. Deuxièmement, tout le monde est sur respiration artificielle, c'est le fameux « quoi qu'il en coûte », avec les PGE, qu'il a d'ailleurs prolongé. Jusqu'à juin, après l'élection juste après présidentielle. l'élection, il n'est pas fou, il a reporté la réforme des retraites, mais il prolonge les PGE. Le réveil sera difficile quand les gens vont devoir rembourser. Le chômage, parlons-en. On est toujours, si on considère le halo du chômage, les différentes catégories, nous sommes toujours à 10% de la population active en âge de travailler. Bon, tout ça, j'invite tout le monde à regarder, je ne dis même pas des chiffres extraordinaires, d'aller regarder les chiffres officiels et de les comparer à N-1. Tout le monde verra que ce que je dis est vrai. Tout ce qui est dit là, l'emploi, mais il paraît que ça ruisselle et qu'on ne trouve pas d'emploi, etc. Non, et simplement, dans la restauration, il y a beaucoup de personnes qui se sont rendues compte que c'était un travail de chien, qui faisaient des horaires à rallonge, et que c'était très difficile. Et puis accessoirement, il faut quand même le pass sanitaire maintenant pour être alors, dans les restaurants. Il faut en plus le pass sanitaire. Donc voilà, il y a beaucoup de contraintes. Et sans doute le confinement a changé un petit peu les habitudes. Enfin, je dirais que quand on regarde ce qui est en train de se passer avec cette politique, c'est la mort des petits. Ils favorisent les multinationales, les grands groupes, etc., par tout un tas de mesures qui font que, en fait, quand on est un petit, un indépendant, justement, il parle des artisans, des commerçants. À mon avis, il n'en a pas vu beaucoup dans sa vie, que ce soit dans la banque d'affaires ou au gouvernement. Ce sont des gens qui n'ont jamais travaillé, en fait. C'est ça le problème. D'ailleurs, à ce sujet, je fais une parenthèse, mais vous vous rappelez qu'ils avaient sollicité beaucoup d'entreprises françaises pour fabriquer des masques, puisqu'ils avaient brûlé ceux que nous avions dans les stocks. Et depuis, ces entreprises qui ont créé des chaînes de fabrication, etc., sont laissées totalement à l'abandon et doivent se débrouiller totalement toutes seules. Totalement. Alors, ce qu'ils font, ils vont tous faire les singes savants au salon du Made in France, là, aujourd'hui. Donc là, soudain, ils ont la France au cœur. Bon, vous voyez que tout ça, c'est de la communication. Alors, en plus, quand on regarde... pour faire une simple comparaison avec l'Allemagne, quand on regarde les performances de l'Allemagne, que ce soit en termes de commerce extérieur, d'emploi, de dette, de maîtrise des dépenses publiques, de maîtrise du budget de l'État fédéral, vous voyez, enfin, ça n'a aucune commune mesure. Vous voyez, on est le dernier pays de la zone euro pour le commerce extérieur. J'invite aussi à regarder Eurostat ou toutes les statistiques françaises et européennes. On est le plus mauvais élève. Quelle attractivité? Attractivité de quoi? On est devenu un musée à ciel ouvert. Et encore, quand on regarde Paris, une ville dégueulasse, sale, malfamée,
où on ne peut pas circuler, où on ne peut pas s'arrêter, où c'est devenu vraiment la pollution. Moi, je fais du 2 roues, mais même à 2 roues motorisées, c'est devenu un enfer. Alors, vous avez des gens à vélo comme ça, sur leur beau vélo hollandais, des bobos qui travaillent jamais, ceux qui sont sur les terrasses, hein, ils ont leur passe sanitaire, ils boivent leur thé comme ça. Ceux-là, même avant le Covid, ils ont entre 20 et 50 ans, je ne les ai jamais vus travailler. Ils sont pour sauver la planète et ils font du vélo. Et ils votent Hidalgo, bien sûr. Voilà, est-ce que c'est ça la France? Enfin, il ne doit pas y en avoir beaucoup quand même, parce que visiblement dans les sondages, Hidalgo, elle n'est pas au top. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, puis je pense que maintenant, ils sont partis plutôt vers d'autres Atlantides, dans leur maison de campagne. Parce que quand on regarde Paris et les pistes cyclables, c'est vrai que ça ne fait pas florès, hein, il n'y a plus grand monde. En revanche, on ne peut pas circuler toujours. Alors, on ne peut pas évoquer le quinquennat d'Emmanuel Macron sans parler d'un mouvement qui a considérablement marqué l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, puisqu'en 2018 naissait le mouvement des Gilets jaunes, que vous avez particulièrement suivi. C'est assez surprenant parce que finalement, le mouvement des Gilets jaunes s'est lancé avec un prix de carburant qui avait atteint des seuils qui empêchaient certaines personnes de pouvoir se déplacer, notamment dans on dit dans les zones périphériques. Finalement, aujourd'hui, ces carburants sont à peu près au même stade, voire parfois plus haut. Le prix de l'énergie a grimpé. Michel-Édouard Leclerc disait il y a quelques jours qu'il fallait s'attendre à une inflation à plus de 2 points. Et pourtant, les Gilets jaunes, on les entend plus beaucoup. Ouais, c'est sûr que bon, il y a eu de la lassitude, de la peur aussi, et puis tous ceux qui ont manifesté, et notamment ceux qui étaient au premier poste des Gilets jaunes, on l'ont payé physiquement, intellectuellement, financièrement, en termes de travail, très difficile. Hein. Donc il y a cette lassitude-là. Je pense que ça peut repartir néanmoins, parce que tous les ingrédients sont là. Et il y a eu quelque part le confinement qui a un peu anesthésié tout le monde. Avec le quoi qu'il en coûte, on s'est mis là comme ça dans un cocon, enfin pas moi, mais beaucoup de gens, en disant bon bah finalement ouais ok donc très bien, on va pas ressortir dans la rue. Bon. Sauf que là, il parlait aussi les deux là, le ministre de l'économie dans l'extrait que vous avez passé, le président de la République, du formidable pays, la plus forte croissance de la zone euro. En réalité, avec le confinement, là aussi, j'invite tout le monde à regarder les chiffres, c'est 1 million de pauvres en plus, 1 million. Et 4 millions de personnes qui sont sur la ligne de crête. C'est-à-dire qui risquent de basculer dans la pauvreté. Ça fait 5 millions de personnes. Donc, comme on sait qu'il y a des pénuries de matières premières avec toute l'Asie, les porte-containers qui sont bloqués, une demande qui a crû de manière exponentielle. Évidemment, l'économie repart, surtout dans des zones à forte croissance, comme l'Asie, par exemple. Il y a en plus un impératif écologique, donc c'est devenu plus compliqué. Les énergies fossiles, les forages, donc voilà. Donc il y a une demande, il y a un jeu de l'offre et de la demande, et des denrées qui deviennent plus rares, des pénuries, donc les prix vont exploser. 35% sur le blé, c'est par exemple incroyable. Le blé, c'est un produit de base. 30%, 33% sur le gaz, l'électricité, le bois, parce que j'ai des amis là, qui travaillent dans le bois, ça a pris 100% là, depuis l'année dernière, le chêne, 100%. Et tout va augmenter, le café, les pâtes, donc le pain. Et donc là, effectivement, tous les ferments sont là parce qu'on ne peut plus ouvrir la vanne. Là, on voit bien que les vannes, elles ont été ouvertes pour des raisons politiciennes. Il s'agit de préparer sa réélection. Bien sûr. Et puis de toute façon, après, quelle que soit la personne élue, on ne peut plus dériver comme ça. Les vannes vont être fermées. Qui va payer? C'est ça la question, parce qu'on est le pays du monde, à part le Danemark. Mais bon, c'est un tout petit pays par rapport à la France, où la pression fiscale, quand on prend tous les prélèvements obligatoires, est la plus importante au monde. C'est plus, avant on disait ça il y a quelques années, c'était un peu là aussi une vue de l'esprit, une projection, on exagérait. Mais aujourd'hui, on est le pays où la pression fiscale, vous voulez prendre l'argent où? C'est impossible. Vous allez remettre un impôt sur les Français, donc ça n'a aucun sens. Donc on se prépare des lendemains très difficiles, parce que les marges de manœuvre, cette croissance, elle est complètement arbitraire, complètement artificielle, puisque évidemment nous sommes tous sous respiration artificielle, pas nous, parce que nous on se lève le matin pour gagner notre pitance, et que moi j'ai jamais eu un seul centime de l'État ou une subvention ou quoi que ce soit, je ne demande rien à personne, mais voilà, c'est un pays
un pays qui vit dans ses rêves. Et Macron, c'est le grand prestidigitateur, hein, c'est le Gérard Majax des temps modernes, ou peut-être avec Garcimore à côté, décontrasté, hein, la petite souris, c'est super. Sauf que les gens vont se réveiller, je pense, assez vite maintenant, parce que la paupérisation, c'est un réducteur absolu de l'incertitude. La pauvreté conduit à la colère, et la colère conduit à la révolution. Parce qu'on n'obtiendra rien, et je m'inclus. Moins on a à perdre, mais plus oui, on est prêt à tout perdre. Les gens ont tout bien fait, même les gilets jaunes, etc. Tout le monde a payé ses impôts, tout le monde a réduit les restaurants, puis les vacances, puis les fleurs du dimanche, puis tous les petits présents de la vie, etc. Les gens ont tout bien fait, étaient des légalistes, et ils ont espéré, avec le vrai débat, enfin le grand débat, les gilets jaunes avaient fait le vrai débat, le grand débat, la convention sur le climat, les gens tiraient au sort, etc. Tout le monde s'est rendu compte que c'était du flan intégral. Et donc, les citoyens se rendent compte qu'il faut créer le rapport de force. Hein. Le pape, combien de divisions, disait Staline. Donc, combien de divisions? Parce que si on continue à lever le doigt, vous avez vu qu'il n'y a plus de gouvernement. Vous avez vu que le pass sanitaire est prorogé jusqu'en juillet. On ne sait pas qui décide. Si, on sait, c'est Emmanuel Macron. Macron, dans un conseil de défense qui n'a pas d'existence, enfin qui n'a pas de compte-rendu, on ne sait pas qui y participe, on ne sait pas ce qui s'y dit. Le gouvernement, le Conseil des ministres ne sert plus à rien. L'initiative des lois revient au président de la République. Le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État sont devenus des appendices du Conseil de défense sanitaire. Donc voilà ce qu'est devenu la France. Ce n'est pas encore une dictature, mais ce n'est certes plus une démocratie. Alors j'aimerais, avant qu'on passe vraiment sur la question sanitaire, si vous voulez bien Didier Maistre, qu'on revienne un peu sur une question qui joint les deux d'ailleurs, la question des soignants. On sait que bien avant le Covid, il y avait déjà beaucoup de problèmes dans les hôpitaux français. Il y avait d'ailleurs des grèves, des manifestations. Je vous propose d'écouter là encore quelques propos d'Emmanuel Macron qu'il a tenus mardi. Et je veux à nouveau remercier nos soignants, nos volontaires, nos associations, toutes celles et ceux qui ont contribué à tous ces efforts. Nous avons aussi soutenu nos soignants qui ont tant donné durant la crise et éprouvent aujourd'hui une légitime fatigue. Ils ont été augmentés de 200 à 400 € net par mois en moyenne. Alors là, on est toujours dans la même lignée, tout va bien. Merci aux soignants. Évidemment, pas un mot sur ceux qui ont été suspendus pour avoir refusé la vaccination et qui manquent. D'abord, je vous invite à écouter bien la formule de 200 à 400 € net en moyenne. Alors si c'est une moyenne de 200 à 400 €, je ne sais pas où est la moyenne. Peut-être c'est la médiane, peut-être c'est la bisextrice, peut-être, je ne sais pas. Moi, je ne comprends pas ce charabia. D'abord, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est faux. C'est pas 400 € net en moyenne, c'est plutôt du 300 € brut, alors qu'il y avait des années et des années de retard et que au sein même de l'Union européenne, la France, quand vous êtes personnel soignant, infirmière, etc., vous êtes vraiment en queue de peloton. Pas un mot sur les suspensions. On a applaudi comme... là, nous non plus. Moi, je ne sais pas vous, mais on n'a pas applaudi. Mais disons, les médias mainstream... entre popcorn, cacahuètes et champagne, là encore, prenaient leur mine attristée, disant dans cette espèce de catharsis, là, les soignants en première ligne. Oh là, ils s'applaudissaient, c'est magnifique, etc. Total, quand c'est arrêté, bon, il y a eu cette petite augmentation, on est loin du compte. Et les Ségur, alors c'est toujours le Grenelle, le Ségur, bon, ces mots ronflants qui ne veulent rien dire. Quelle est la situation? L'hôpital est dans une situation dramatique. On voit que, d'abord, les lits ferment. Et malgré et pendant la pandémie... 5700 lits ont été fermés. 5700 lits ont été fermés. 120 000 depuis 1993. On n'a plus aucune capacité d'hospitalisation en termes, chaque fois qu'il y a une épidémie, donc on voit bien, et même de grippe, puisqu'il suffit de regarder l'INA, les 10 dernières années, c'était déjà le cas. Donc on réduit sans arrêt nos capacités. On voit bien que les personnels soignants ont été niés, méprisés, et beaucoup sont découragés et quittent la profession. Donc ceux qui ne sont pas suspendus, il y en a aussi une partie qui démissionne. Qui démissionne énormément. Écoutez, là, je suis allé voir, il y avait un salon un peu du recrutement où les hôpitaux montrent leurs plus beaux atours pour essayer
d'attirer des infirmières et ils n'arrivent même plus à trouver de CDI. Enfin, ce sont des boulots que vous faites par vocation. Hein. Vous n'allez pas devenir riche en étant infirmier ou infirmière ou aide-soignant. Donc, si vous n'avez pas la considération... Le problème aussi, c'est qu'on le fait pour la vocation humaine. Mais bien sûr. Le problème, c'est que là, on ne peut plus être humain. Il a, en fait... Dans ce fonctionnement. Ce quinquennat et ce gouvernement, j'en parle même pas, ça n'existe pas, mais ce président de la République aura découragé tous les métiers à vocation. À part les policiers, et encore, ils les achètent. Oui, encore. Ça dure ce que ça dure, ça durera ce que ça durera. Pour l'instant, ça marche. Ils ont joué pour eux, les policiers. Bon, très bien, on verra bien ce que ça donne au bout. Mais vous regardez les pompiers, les enseignants, le personnel soignant, mais ils ont été méprisés comme jamais un gouvernement n'a méprisé les gens comme ça. Les médecins libéraux, les médecins, voilà. Donc aussi, les gens se rendent compte, profession par profession, qu'ils ont été fonctionnalisés. C'est pas nouveau, parce qu'il n'y a pas de médecine libérale en France, quand vous regardez véritablement comment ça s'organise. Donc, des syndicats quand même corrompus, il faut le dire, hein, et des ordres professionnels aussi qui ne le sont pas moins, hein, qui organisaient d'abord des petites fiestas à droite à gauche et qui jugeaient leur père quand ça rendait service à l'ensemble de la profession. Donc voilà à quoi ça sert. Ce sont des catégories, des organismes issus du Moyen-Âge. Ce sont les anciennes corporations. Et ça, en fait, ce sont les faisceaux. Hein, c'est ça le début du fascisme, quand on regarde bien. Donc on a empilé les réglementations. Puis là, les gens se sont rendus compte qu'ils étaient dépossédés de leur métier, de leur marge de manœuvre, et qu'ils étaient complètement fonctionnalisés et je l'emploie à dessein, ce mot, mais dans la pire, de la pire façon que ce soit, quoi. Et donc là, aujourd'hui, plus de marge de manœuvre. Et on voit l'état lamentable, parce que les Français ont découvert, rappelez-vous, avant le Covid, on disait on a le meilleur système de santé du monde. Véran qui nous disait qu'on n'aurait pas le Covid parce qu'on avait un bon système de santé. C'est un syllogisme. J'ai jamais compris la conclusion par rapport aux prémices. Je sais pas pourquoi. Donc il y a ça. Donc comme on a un bon système, on n'aura pas le Covid chez nous. On a vu que le système, on a des gens passionnés. On a des gens complètement investis, parce que ce qu'ils ont fait là, et si c'était à refaire, même fatigué, ils le referaient, mais c'est pas le système. Hein, le système, il a emmerdé tout le monde, avec les ARS, à publier des chiffres dans tous les sens, avec Salomon, Monsieur Croque-Mort, venu nous débiter sa parole tous les jours, nous compter les morts. D'ailleurs, ça sera intéressant avec le recul un jour, je sais pas si on pourra le faire, à mon avis, ça sera difficile, de voir qui on a véritablement comptabilisé mort avec le Covid ou mort du Covid ou mort d'autre chose. Parce que quand on regarde, quelles que soient les vagues et les variants, les comorbidités sont les mêmes. Hein. Diabète, hépatite C, maladies cardiovasculaires, obésité essentiellement. Et puis vieillesse, évidemment, ça monte en flèche de façon exponentielle. Donc quand on regarde Covid Tracker avant Delta, et quand on regarde les catégories d'âge, on voit que les jeunes, c'est absolument vert. Il ne s'est jamais rien passé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va masquer les gamins dès le primaire. On va les remasquer, là, justement, à partir de lundi. Mais vous vous rendez compte? Ça veut dire déjà que c'est très compliqué, hein, sans compter les pathologies annexes que ça crée, qui ne sont même plus du tout annexes. Des suicides. J'ai beaucoup parlé, interviewé même des pédopsychiatres. Les suicides ont explosé chez les enfants, hein, chez les jeunes, chez les enfants. L'obésité, pareil, les maladies cardiovasculaires vont exploser. On ne décèle plus, parce qu'il y a eu de la sédentarité, forcément, on ne décèle plus ce qu'on décelait avant, les cancers. Donc aujourd'hui, on a une population qui est pas en très bonne santé, une jeunesse qui n'est pas en très bonne santé, des étudiants qui sont paumés. Ça va faire la 3e année, là, on ne sait plus dans quelle filière ils sont, ce qu'ils vont faire. Ils n'ont plus un rond, ils travaillaient juste, certains, pour pouvoir payer leur chambre U. Et après, ils faisaient la queue à l'aide alimentaire parce qu'ils s'étaient organisés en association. Et on nous dit sans arrêt, quand j'entends ce que j'ai entendu là, la 5e puissance du monde,
jamais on a été autant de croissance, le pouvoir d'attractivité de la France. Mais dans quel pays vivent-ils? La Macronie, c'est pas la France. Tout en expliquant qu'il c'était très bien d'avoir fait le repas à 1 euro pour les étudiants. Voilà. Donc une société qui fonctionne bien, ça va sans dire qu'on a besoin de faire un repas à 1 euro pour les étudiants. Exactement. Alors, on a le sentiment, Didier Maistre, dans tout cela, que la fracture dans la société va continuer de se poursuivre, notamment avec cette question de passe sanitaire qui continue d'ailleurs de mobiliser énormément de monde tous les week-ends, tous les samedis, depuis l'annonce d'Emmanuel Macron le 12 juillet dernier. Des manifestants qui sont d'ailleurs voués aux gémonies, traités de complotistes, parfois même d'antisémites, de siphonnés, quoi, si on devait le résumer. Et là-dedans, les médias ont pris une part importante. Oui, alors moi j'ai couvert beaucoup de manifestations, comme je l'avais fait pour les Gilets jaunes, à Paris, à Nice et à Toulon. Et tout l'été, j'ai fait toutes les manifs, notamment au mois d'août. C'était, et c'est toujours essentiellement des primo-manifestants, hein, très peu de gens politisés, non syndicalisés, qui sans doute sont les plus éveillés. Et beaucoup de personnel médical d'ailleurs. Des médecins, des infirmiers. Donc oui, les médias ont pris parti, comme ils l'avaient fait pour les Gilets jaunes. Je vous rappelle que Renaud Dely, éditorialiste de Radio France, qui fait les informés sur France Info, avait fait un tweet que j'avais fait retirer d'ailleurs, puisque je l'avais affiché, où il parlait de vermine puisant dans l'imaginaire du national-socialisme, ou Roselyne Fèvre, chef du service politique de France 24, qui disait une écurie de branquignoles où ne reste que l'antisémitisme, bref, le pire de l'humanité. On vit exactement la même chose qu'on a vécu avec les Gilets jaunes, les manifestants contre la réforme des retraites. On salit, on vilipende, on invective. Calomnier, il en restera toujours quelque chose. Mais bien sûr. Et donc on dit, sont des complotistes, des antivax. C'est quoi un antivax? Moi je ne sais pas ce que c'est. J'ai entendu Bruce Toussaint, il y a 2 jours, interviewer Didier Raoult. Voilà. Il lui dit, Raoult lui dit, oui, mais il lui parle de l'OMS, il dit, oui, vous savez, l'OMS, c'est quand même Bill Gates. Alors, ça arrête. Complot. Alors, avec son air bonhomme et patelin, sa grosse barbe, là, un peu grossie, il a bien dû manger pendant le confinement, il n'a pas fait d'effort, monsieur Toussaint. Bon. Et donc, monsieur Toussaint lui dit, mais c'est complotiste, ça. Enfin, donc je l'invite, là aussi j'invite tout le monde à regarder Le Monde, hein, vous tapez Bill Gates, OMS, oui. Voilà, OMS, et vous allez voir, c'est très bien fait, il y a tous les tableaux 2019 où il était 2e contributeur, juste derrière les États-Unis, depuis que Trump a retiré son aide des États-Unis à l'OMS, ce sont les premiers contributeurs, Fondation Bill et Melinda Gates, donc on peut très bien contrôler tout ça. Et ils sont dans les Gavi aussi. Bon, on ne va pas rentrer dans le détail. Donc, vous voyez, donc chaque fois, quand on ne peut pas débattre sur le fond, quand on ne veut pas aborder la question, y compris celle des effets secondaires d'ailleurs, on vous dit c'est complotiste, ça n'existe pas. Voilà. Il suffit de chercher l'information, elle est disponible. Mais quand vous la donnez, vous êtes soit... alors homophobe, c'est fini, parce que là, le sujet, c'est un peu compliqué de dire vous vaccinez pas, vous êtes homophobe, mais vous êtes forcément antisémite, anti-vax, donc complotiste. Surtout complotiste. Complotiste, ça c'est le truc à la mode, populiste. Et alors ce qui est assez amusant, c'est qu'on a quand même le sentiment que plein de choses qui ont été présentées comme étant des élucubrations de complotistes, depuis, on a vu qu'elles étaient arrivées dans la réalité. Et c'est un peu le cas de la 3e dose qui a quand même un peu la forme d'un abonnement vaccinal, puisqu'on imagine bien que s'il y a une 3e dose, il devrait y en avoir rapidement une 4e. Et tout ce qu'ont dit les complotistes, je dirais, depuis le début du Covid, c'est réalisé. Et que ce soit effectivement sur les différentes doses, que ce soit sur le pass sanitaire, parce que beaucoup de gens l'avaient dit, et j'en faisais partie. J'avais dit dans un bouquin dès mars 2019 qu'on allait vers un programme social, de crédit social à la chinoise. C'était inscrit dans le parcours, dans les gènes presque d'Emmanuel Macron. C'est monsieur, quelque part, abscisse et ordonné. On gère des populations parce qu'on gère des comportements. Fanat de numérique, parce que rappelez-vous, au début de son quinquennat, il était toujours sur son téléphone. On lui avait, une start-up lui avait fait une espèce de programme où il pouvait voir l'avancement des dossiers de ses ministres. Alors s'ils avaient bien bossé, c'était vert. Si c'était moyen, c'était orange. Et puis s'ils n'avaient pas bossé,
si c'était pas encore au Parlement, c'était rouge. Ils sont fascinés par ça. Vous voyez Cédric O, tous ces gens-là, la Startup Nation, ils sont là dans les gadgets. Donc, ils ont mis des gadgets, non pas au service de la population, parce que moi, au service de la surveillance. Ben oui, je suis pas contre la technologie, qui pourrait l'être, ça n'a pas de sens. Mais on n'a plus de garde-fous, et ces objets sont devenus, ces programmes, un contrôle de nos pensées, de nos vies sociales, économiques, comme je disais, culturelles, familiales, de nos vies tout court. Un programme de contrôle qui fonctionne, visiblement, Didier Maistre, parce que comme on l'a dit, oui, les Gilets jaunes pourraient repartir, oui, il y a des manifestations, mais on voit bien que finalement, tout cela, ce sont des mouvements qui n'arrivent pas à faire plier le pouvoir. Je pense qu'aujourd'hui, il y a effectivement une nouvelle phase devant nous. Je ne pense pas que les choses se passeront gentiment. Je ne crois plus du tout, et c'est grave ce que je vais dire, je ne crois plus du tout à l'élection au sein de ce système. Parce que, bon, j'ai 55 ans, moi je suis né, voilà, chaque fois, ça fait 40 ans que j'entends ça. Mitterrand, Giscard, Sarkozy, chaque fois ça devait changer, oh là là, etc. Donc, chaque fois, en fait, vous avez une figure qui émerge, que le système, quand même, favorise, qui se veut disruptive, puis en fait, rien ne change. Et comme disait Coluche, élection, piège à con. On est en plein dedans. Je ne crois plus du tout. Je crois à des formes de résistance sur du moyen long terme, avec des gens capables de penser la société, qui seront des fers de lance. Je crois à une résistance de la micro-action, avec des gens qui s'organisent dans des circuits courts, et notamment avec un retour vers les villes moyennes, les campagnes, avec le troc, avec plein d'astuces. Moi, je viens à la campagne, on vit comme ça, hein, on vit avec plein d'astuces, un peu à l'écart de tous ces trucs-là. Et puis, au niveau national et dans le système en tant que tel, le système électif, on voit bien que la démocratie représentative est à bout de souffle. C'est pas tellement la Ve République, c'est la pratique même du pouvoir et de la démocratie qui est à bout de souffle. On voit bien qu'on n'obtiendra rien. Donc, à un moment, je pense qu'il faut une étincelle. Vous parliez tout à l'heure de l'augmentation, le renchérissement des denrées, l'augmentation, la baisse du pouvoir d'achat, une absence de démocratie. Il y a beaucoup de paramètres. Il suffit d'une étincelle et il faudrait plusieurs paramètres, ceux qu'on vient d'indiquer, mais aussi une grève générale, du boycott, un certain nombre de choses, et que ça aille un peu fort, plus fort qu'aujourd'hui. Parce que là, vous voyez, tout est sous contrôle. Il y a de plus en plus de policiers. Vous avez un préfet de police qui se permet des jugements qui sont tout à fait subjectifs, qui ne sont pas du tout on n'est plus là non plus dans la République. Vous voyez que les manifestations sont soit autorisées, soit interdites. C'est le fait du prince. Et quand elles sont autorisées... On ne les comptabilise pas toujours. Oui, ou alors elles sont massacrées, elles sont pourries de l'intérieur, les gens sont gazés, sont nassés, les défilés sont tronçonnés. Bon, on fait ce qu'on veut aujourd'hui. Il y a des pseudo-black blocs, vous ne savez pas trop qui c'est, qui sont dans certaines manifs et pas d'autres, qui peuvent tout pourrir, qui sont comme ça les petits alliés du système. On pourrait faire une émission ou plusieurs sur le sujet. Donc on voit bien que les formes, même la manif, les formes légales et constitutionnelles de contestation ne sont plus en mesure de renverser la vapeur, puisque, et après vous avez des gens comme Zemmour qui sont l'autre face du système, parce que rien ne changera, parce qu'il ne veut pas sortir de l'Europe, parce qu'il veut pas, il remet pas en cause la politique vaccinale, parce qu'il remet pas en cause le pass sanitaire, parce qu'il remet contre pas... l'obligation vaccinale, il me semble. Oui, mais enfin bon, on va avoir le pass sanitaire, ça revient au même, hein, de toute façon. Tout ça, c'est des petits détails. Hein. Quand on en est au dièse et au bémol, moi, j'aimerais bien d'abord qu'on s'occupe de la symphonie. Quoi. Bon. Et là, elle me paraît pour le moins inachevée. Voilà. Donc, moi, je trouve ça très grave, où il n'est pas non plus, pour ne citer que lui, contre cet ultralibéralisme, ce capitalisme financier, qui n'est pas l'économie réelle, puisque je rappelle quand même qu'il y a 98% des entreprises qui sont des PME et des TPE en France. Bien Donc sûr. Les 140, je sais plus, les 40 entreprises de la bourse, les 40 ou les 120 premières ou les 40 du CAC 40, ne sont pas des entreprises, sont des objets
non identifiés soumis à la bourse. Donc là aussi, vous faites le sage savant. Oui, les performances, vous gagnez X milliards en un jour. Vous faites une déclaration, vous perdez 3 milliards. Et puis, vous dépendez de vos actionnaires, et notamment de beaucoup de fonds. Et si un jour, la rentabilité n'est pas assez au rendez-vous selon vos actionnaires, vous mettez les clés sous la porte, c'est fini. Vous commencez par diminuer la communication, le marketing, puis la recherche et le développement, c'est vous attaquer au produit, c'est la fin de l'entreprise, au revoir et merci. Est-ce que c'est ça l'économie? Non. Ce serait bien que ce soit l'économie de l'Élysée, en tous les cas, et qu'on en termine avec la cellule communication. Voilà, écoutez, on va réfléchir à sa dissolution, vous savez, comme dans Mission Impossible. C'est ça. Si vous, l'un d'entre vous, s'est rattrapé, ce message va s'autodétruire. Peut-être que ça sera pour la prochaine allocution du président de la République, qui va s'autodétruire, voilà. Petit à petit, au fil de l'allocution. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. On peut rêver. Merci beaucoup Didier Maisto d'avoir fait le déplacement ce week-end du 11 novembre, en plus, tout particulièrement. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas, si vous ne l'avez pas encore fait, de partager, de laisser vos commentaires auxquels je m'efforce de répondre, et puis bien sûr de cliquer sur le pouce en l'air pour améliorer le référencement de YouTube, qui n'est pas toujours notre ami. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine, et puis je vous dis à la semaine prochaine, à samedi.